La parole est à Monsieur Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, cher Gérald, Monsieur le Président de la Commission des Lois, Monsieur le rapporteur Ciotti, Mesdames et Messieurs les députés, j'ai cru entendre, si mon tympan est encore fiable, fromage et dessert. Je ne sais pas qui est le fromage, je ne sais pas qui est le dessert, mais je veux en préambule vous dire qu'en réalité notre présence à tous les deux signe le respect que l'on doit aux oppositions et l'importance de ce texte, car il s'agit, ça n'a échappé à personne, à une modification constitutionnelle et ça n'est pas rien. Je vais être plus bref que mon collègue, mais je veux présenter un argumentaire sous le prisme exclusif du droit, et c'est bien là, me semble-t-il, le rôle du garde des Sceaux. Un mot d'introduction, si vous m'y autorisez. Monsieur le garde des Sceaux a la parole, s'il vous plaît. Disons-le tout net, la maîtrise des flux migratoires et la lutte contre l'immigration illégale sont des objectifs prioritaires de l'action du gouvernement. Je vous rejoins donc, monsieur le rapporteur, sur la nécessité de poursuivre notre action sur le terrain. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle mon collègue Gérald Darmanin porte avec force, détermination, un projet de loi qui est actuellement discuté devant votre Assemblée. Votre proposition de loi vise également à lutter contre le séparatisme islamiste qui, je vous rejoins là encore, constitue une menace réelle pour notre démocratie puisqu'il teste à chaque attentat notre capacité à faire société et à faire vivre nos valeurs. C'est précisément la raison pour laquelle nous luttons sans relâche en activant tous les leviers utiles depuis 2017 pour mener une guerre sans merci et terrasser ce que le président de la République a appelé l'hydre islamiste. Mais puisque nous sommes ici réunis pour faire la loi, constitutionnelle en l'occurrence, je vous propose, mesdames et messieurs les députés, sur le périmètre qui est le mien, de nous pencher sous le prisme du droit, avec objectivité et sans dogmatisme sur les solutions avancées par cette proposition de loi constitutionnelle. Le titre premier est dédié aux dispositions relatives à la souveraineté. Ces dispositions relatives à la souveraineté procèdent à 3 modifications de portée inégale: les principes de la République, le référendum et la place des traités dans l'ordre juridique interne. L'article 1er a pour but de défendre à quiconque de se prévaloir de son origine ou de sa religion pour se soustraire aux lois de la République et aux règles communes. Mais le Conseil constitutionnel a déjà dégagé le principe constitutionnel d'unicité du peuple français, lequel fait obstacle, je cite le Conseil constitutionnel, à ce que soient reconnus des droits collectifs à quelque groupe que ce soit défini par une communauté d'origine, de culture, de langue ou de croyance. Il a par ailleurs jugé que les dispositions de l'article 1er de la Constitution interdisent à quiconque de se prévaloir de ses croyances religieuses pour s'affranchir des règles communes régissant les relations entre collectivités publiques et particuliers. Tout est dit. C'était une évidence, mais il me semble nécessaire de la rappeler. La Constitution interdit déjà que la loi ne s'applique à certaines personnes à raison de leur origine ou de leur religion. Depuis
2017, la lutte contre la radicalisation identitaire et religieuse est elle aussi une priorité du gouvernement. La loi du 24 août 2021, confortant les principes de la République et le respect qui leur est dû, a permis de renforcer notre arsenal juridique afin de lutter concrètement contre tous les séparatismes. Elle a ainsi doté les pouvoirs publics de nouveaux outils: création d'un délit de séparatisme, d'un délit d'entrave à la fonction d'enseignant, création d'un déféré préfectoral visant à protéger la laïcité, la neutralité dans le service public, contrôle accru des associations, etc., etc. Dans sa décision du 13 août 2021, le Conseil constitutionnel a validé l'essentiel de ces dispositions et surtout, il n'en a pas contesté le principe. Sur cet article premier, monsieur le rapporteur, il me semble donc que notre cadre constitutionnel actuel est déjà parfaitement adapté. L'article 2 vise quant à lui à ouvrir le champ du référendum de l'article 11 à tout projet de loi ou à tout projet de loi organique. J'ai eu l'occasion, il y a peu de temps, de m'exprimer devant le Sénat au sujet de la rénovation de l'article 11 de la Constitution. Je n'ai pas changé d'avis depuis. J'y suis favorable, à condition que ce projet s'inscrive dans le cadre d'une réflexion aboutie sur l'avenir de nos institutions et de notre système représentatif. Permettez-moi de vous le dire avec la franchise que je vous dois, tel n'est pas le cas dans cette proposition. Elle s'appuie d'abord sur un constat que je partage. Le champ référendaire de l'article 11 de la Constitution apparaît aujourd'hui à la fois trop restreint, trop incertain. Trop restreint parce que de nombreux pans du droit qui pourtant intéressent au plus près les Français sont exclus de ce dispositif de démocratie directe. Et le président de la République l'a dit. Il importe que les Français soient associés plus souvent, sur les sujets plus nombreux, à la prise de décision publique. Trop incertain car les termes actuels ont suscité beaucoup de controverses doctrinales, en particulier sur la notion de réforme au sens de la jurisprudence constitutionnelle. Le champ référendaire mérite donc à tout le moins d'être clarifié et sans doute d'être étendu. Or, en dépit de son ouverture, la proposition de loi qui vous est aujourd'hui soumise retient une solution qui me semble déraisonnable. Votre proposition étendrait le champ référendaire à l'ensemble du domaine de la loi. Il ne serait même pas limité au champ de l'article 34 de la Constitution, mais bien à tout le domaine de la loi qui, comme on le sait, dépasse largement le cadre de cet article 34. Il me faut donc être avec vous très clair. Le gouvernement ne porte aucune opposition de principe à ce sujet, mais encore faut-il ménager certaines exceptions et prendre garde à certaines catégories de lois qui apparaissent incompatibles avec la pratique du référendum. Il s'agit bien évidemment de lois particulières que sont les lois de finances, les lois de financement de la sécurité sociale, les lois de programmation des finances publiques. Je suis sûr que les auteurs de cette proposition de loi pourront, avec le gouvernement, en convenir. J'inclinerai pour ma part en outre à exclure les matières particulières que sont le droit pénal, le droit fiscal, qui sont et doivent rester des prérogatives exclusives du Parlement. La solution que retient cette proposition de loi pour la modification du champ référendaire ne me semble pas être la bonne. Et d'ailleurs, je veux rappeler ici que le Sénat examine quasiment au même moment que nous ce même texte. Et hier, la commission des lois du Sénat, qui n'a pas la même majorité que celle de l'Assemblée, a supprimé cet article par un amendement de la majorité sénatoriale. En outre, votre proposition n'aborde pas la question essentielle des conditions de déclenchement du référendum
d'initiative partagée. Or, cet outil de respiration démocratique, dont le Président de la République a souhaité qu'il soit amélioré, a un potentiel considérable pour mieux associer nos compatriotes à l'élaboration des lois. Des pistes intéressantes de réforme ont été ouvertes devant le Sénat le mois dernier. Mesdames et messieurs les députés, le texte qui vous est présenté aujourd'hui ne me paraît pas en l'état abouti. Sur cet article 2, les débats qui s'ouvrent aujourd'hui nous permettront peut-être de le faire évoluer et de parvenir à des lignes de consensus afin, comme le disait Jaurès, de redonner à chaque citoyen sa part de souveraineté. L'article 3, maintenant, vise à instituer un bien mal nommé bouclier constitutionnel. Ce dispositif prétend écarter le droit international au mépris du respect de la hiérarchie des normes, lorsque sont en cause des principes inhérents à l'identité constitutionnelle de la France ou à la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la nation. Les auteurs de cette proposition de loi constitutionnelle entendent ainsi se délier du respect des conventions internationales et des normes européennes qui protègent certains droits en matière d'immigration et d'asile. Il s'agit là, et il s'agirait là, d'une considérable régression. L'alinéa 14 du préambule de la Constitution de 1946 dispose que la République française, fidèle à ses traditions, se conforme aux règles du droit public international. L'article 55 de la Constitution de 1958 a repris cet héritage en prévoyant très explicitement la supériorité des traités internationaux sur les lois. La Constitution, elle, demeure en droit interne la norme suprême. En effet, le Conseil constitutionnel a déjà eu l'occasion de la rappeler en indiquant, par exemple, et je le cite encore, « La transposition d'une directive ne saurait aller à l'encontre d'une règle ou d'un principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France ». Pour sa part, le droit international est indifférent aux classifications de droit interne. Il s'applique avec la même rigueur, quels que soient les obstacles normatifs de chaque pays. C'est la traduction du principe pacta sunt servanda, qui signifie que les conventions obligent ceux qui les ont conclues. Souvent, j'entends que l'on dénonce les conventions internationales ou l'Union européenne, mais pardon de dire, et mon propos est frappé du coin du bon sens, que personne n'a forcé la France à signer ces traités. La France et ses dirigeants successifs, comme l'a rappelé Gérald Darmanin, dont votre propre famille politique, Monsieur le Président Ciotti, et elle a eu raison de le faire, à chaque fois qu'elle a été au pouvoir, a souverainement décidé d'être partie ou non à tel ou tel traité, en mesurant bien sûr en responsabilité les bénéfices, mais aussi les désavantages. Mais la France, en nation qui tient sa parole, respecte les engagements qu'elle prend. Et si elle ne le fait pas, il lui arrive d'être condamnée. C'est la règle de droit. Or, c'est à ce principe élémentaire, fondamental, cardinal, que cette proposition de loi entend en réalité déroger. Est-ce là l'image que la France entend donner d'elle-même? Choisir cette voie porterait durablement atteinte à l'image de la France dans le monde, à la crédibilité de notre pays sur la scène internationale et au poids des positions françaises au sein de l'Union européenne. Choisir cette voie, c'est prendre le risque de nous isoler diplomatiquement. Et pour conclure sur ce point, il me semble que la commission des lois du Sénat a, là encore, supprimé cet article hier matin
en adoptant un amendement du sénateur centriste Philippe Bonnecarrère. Il n'est pas d'usage d'invoquer la sagesse d'une chambre devant une autre chambre, mais permettez-moi de faire une exception et de saluer ce vote de la commission des lois du Sénat. J'en viens enfin au titre 2 de votre proposition de loi qui porte sur les dispositions relatives à la nationalité. À ce jour, notre Constitution ne contient pas de dispositions sur la nationalité. Elle ne l'envisage que comme condition de l'expression du suffrage des citoyens. Elle confère au législateur le soin de fixer les règles relatives à la nationalité française. Et le législateur, j'en suis convaincu, doit conserver sa pleine et entière compétence pour décider des critères d'accès à la nationalité française. Lui seul est à même d'adapter le droit de la nationalité aux évolutions de notre société. Concernant l'article 4, qui soumet l'accès à la nationalité française à l'assimilation à la communauté française, il ne fait, pardon de le rappeler, que reprendre les termes de l'article 21-24 du Code civil, qui dispose que nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société française, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française, ainsi que par l'adhésion aux principes et aux valeurs essentielles de la République. Monsieur le rapporteur, notre droit actuel est clair sur ce point et vos propositions sont, pardon de vous le dire avec cette liberté, redondantes. Insérer la notion d'assimilation à la communauté française dans la Constitution n'aurait en réalité que peu d'effet, puisque le principe de l'indivisibilité de la République, dont découle l'assimilation, est déjà consacré à l'article 1er de notre Constitution. Par ailleurs, je remarque que sur ce point, vos collègues de la majorité sénatoriale ont amendé l'article 4 pour renvoyer à la loi des conditions d'application du principe d'assimilation. Or, c'est déjà précisément ce que fait la loi, puisque je viens de vous citer l'article du Code civil en question. Je vous rappelle par ailleurs que les dispositions légales actuelles portent déjà en elles-mêmes des critères permettant de s'assurer de leur pleine intégration à la nation. Je pense par exemple à la naissance et à la résidence en France à l'âge de la scolarité obligatoire. Je ne suis donc pas certain que cet ajout dans notre Constitution change la donne. Aussi, je n'y suis pas favorable. Vous l'aurez compris, les débats à venir s'annoncent riches à l'évidence. Et si sur certains points, ils seront l'occasion de mettre à jour des divergences, je souhaite aussi qu'ils nous permettent de dégager un certain nombre de convergences dans l'intérêt supérieur de notre pays et de notre démocratie. Tel est, mesdames, messieurs les députés, mon état d'esprit alors que s'ouvre la discussion générale. Merci, monsieur le garde des Sceaux.